Bonjour à toutes et à tous. On voit que vous êtes rentrés dans l'espace. Désolé, on a eu un petit problème technique pour se connecter, mais voilà, nous y sommes avec 5 minutes de retard, mais nous y sommes. Euh, alors, je propose qu'on commence tout de suite. Les retardataires de connexion prendront le train en route, comme on dit. Alors, mais bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Claire-Anne Sevrin et je coordonne Yapaka et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace pour travailler 1 heure ensemble avec Roland Gori autour de la question de la transformation de nos métiers et de notre rapport à l'autre dans nos pratiques professionnelles. Alors, ce temps de travail ensemble s'intègre dans le programme de Yapaka. Yapaka, c'est le programme de prévention de la maltraitance des enfants qui est initié par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et on y travaille de manière transversale avec tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'on travaille avec l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la culture, le sport, les maisons de justice et l'ONE également. Et alors, dans le cadre de ce programme, nous mettons à disposition des professionnels différents outils pour réfléchir nos pratiques et l'environnement social dans lequel elles s'intègrent. Et parmi ces outils, vous retrouvez des publications, des petits livres dans la collection Temps d'arrêt, mais aussi des modules de formation, des vidéos, des petites capsules vidéo interviews d'experts et des webinaires. Celui-ci en fait partie, des webinaires que vous pouvez podcaster sur yapaka.be. Alors, vous voyez actuellement 3 des 7 membres de l'équipe de Yapaka. Diane Huppert, Laurane Baudelot et moi-même, et nous sommes rejointes aujourd'hui par Roland Gori. Alors, pour celles et ceux qui sont habitués des webinaires que nous organisons, vous voyez qu'on a changé d'espace, d'environnement technologique, et donc on a activé la possibilité d'ouvrir vos caméras. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous pouvez allumer vos caméras. Cependant, vos micros sont coupés pour éviter les interférences, les bruits de fond, etc., pendant que M. Gori parlera. Mais pour que ce temps d'échange soit quand même interactif entre nous, n'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, toutes vos associations dans le petit onglet que vous trouvez au-dessus dans la barre des outils, le petit onglet questions et réponses. Moi, j'y serai attentive pendant que M. Gori aura la parole et je m'en ferai le porte-voix auprès de lui. Alors, si vous avez des problèmes techniques, malheureusement, on ne sait pas du tout s'en occuper aujourd'hui, mais sachez que le temps de travail pour le moment est enregistré et que vous pourrez le récupérer sur yapaka.be dès l'après-midi. Alors, aujourd'hui, le paysage des diagnostics a profondément changé. On entend davantage parler des troubles du comportement, des troubles du spectre autistique, des troubles de l'humeur, là où autrefois on entendait davantage parler de psychose, de perversion, d'état limite, etc. Finalement, est-ce que ces souffrances changent en fonction des époques? Ou bien est-ce qu'on retrouve les mêmes souffrances à travers les époques, mais finalement avec des vocables différents? Est-ce que ces évolutions sont le fruit d'un affinement des connaissances, ou bien est-ce qu'elles témoignent aussi d'une contrainte sociale, enfin de contraintes sociales et politiques? Les manières dont nous entendons, dont nous écoutons les souffrances, dont nous les prenons en charge, dont nous les diagnostiquons, ont elles aussi été grandement modifiées à travers, elles ont beaucoup évolué, beaucoup changé. Est-ce que nous sommes face à des approches davantage fragmentées, plus normalisantes? Jusqu'où finalement le cadre social influence-t-il nos pratiques et nos manières d'accueillir les enfants et leurs familles? Et puis dans ce monde où tout semble mesuré, standardisé, protocolisé, comment continuer à avoir une approche singulière de l'humain? Est-ce que nous sommes condamnés à plier à cette technicisation des métiers ou bien est-ce que nous pouvons, chacun, chacune de notre place, garder une part de créativité et de liberté dans nos métiers?
Eh bien, sont toutes ces thématiques que nous allons brasser pendant 1 heure ensemble avec Monsieur Gory, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de nous accompagner, d'avoir accepté d'éclairer toutes ces logiques à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à Yapaka et donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles de cette invitation, et à Claire-Anne Séverin, Diane Huppert et Laurane de la préparation de cette heure que nous allons partager ensemble. Alors, si vous voulez, le premier point, je dirais que je partirai d'un point très simple que peuvent constater tous les praticiens, comme tous les chercheurs de psychologie clinique, de psychopathologie et de psychiatrie, c'est-à-dire que, comme disait Foucault, la psychopathologie, avant d'être, je dirais, une histoire des concepts et des méthodes, est un fait de civilisation. C'est-à-dire que la manière de coder la folie, la manière de codifier les souffrances psychiques et sociales varie d'une époque à l'autre. Et il faut donc quand même s'interroger, alors on s'interrogera bien sûr sur ce qu'on peut considérer comme une véritable catastrophe ontologique, politique, épistémologique des métamorphoses de la psychiatrie aujourd'hui, mais ça on y viendra, je me garde pour tout à l'heure. Disons en tout cas que, si vous voulez, ce qu'on peut déjà constater, c'est que les diagnostics évoluent et même les observations cliniques évoluent. Il va de soi que, par exemple, les grandes crises hystériques à la Charcot qu'on pouvait voir dans la deuxième moitié du XIXe siècle, hein, avec l'arc en cercle du corps, les modes épileptiques de conversion somatique des hystériques, etc. Ça, on les voit pas tellement aujourd'hui. On voit plutôt, je veux dire, on voit même pas, ou assez rarement, des anesthésies de point du corps ou des paralysies et autres. Si anesthésie et paralysie il y a, c'est plutôt une anesthésie, une paralysie éthique, c'est-à-dire dans la manière de se vivre soi-même et de vivre avec les autres. Donc, si vous voulez, ce point est très important. La psychopathologie, nous dit Michel Foucault, c'est un fait de civilisation. Ça, c'est important. Les diagnostics en psychopathologie sont d'abord, il faut bien le dire, et c'est un point important, des réalités transactionnelles. C'est un peu comme sur un marché, si vous voulez, sur le marché de la souffrance psychique, les patients négocient avec les psychiatres, les psychologues, les soignants, les travailleurs sociaux, les laboratoires, les politiques, ils négocient en gros la manière dont ils peuvent exprimer leur souffrance et la faire prendre en charge. Donc, je crois que c'est un point important. Il ne faut pas confondre la carte et le territoire en oubliant le géomètre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire, si vous voulez, quand je vais parler justement de diagnostic comme des constructions sociales, comme l'émergence, si vous voulez, de constructions théoriques, praxéologiques qui émergent de la niche écologique d'une culture, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de souffrance psychique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de folie, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'aliénation, ça veut dire simplement que les codes pour en rendre compte, les prendre en charge et les traiter varient, si vous voulez, d'une époque à l'autre, et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas confondre la carte et le territoire. Alors déjà, le médecin philosophe Canguilhem se plaisait à dire que en médecine, il n'y avait pas de pathologie objective, il n'y avait que des pathologies objectivées. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on n'a jamais affaire directement au territoire, il faut toujours en passer par le truchement de la carte, c'est-à-dire d'une cartographie établie par des experts. Et c'est encore beaucoup plus vrai en psychiatrie, si vous voulez, de par, je dirais, sa position intermédiaire entre les sciences neurobiologiques et les sciences sociales et humaines, et que dans les autres spécialités dites médicales. Ce qui ne veut pas dire pour autant que dans les autres spécialités médicales, les découvertes scientifiques, l'invention même des concepts et des méthodes ne dépendent pas en partie, mais en partie seulement, hein, bien sûr, ce ne sont pas des constructions sociales, mais dépendent en partie, si vous voulez, de l'esprit de l'époque. Je vais prendre juste un exemple pour me rendre compte de cette niche écologique culturelle qui va favoriser ou entraver l'émergence de certaines approches médicales, de certaines constructions psychopathologiques. Je vais prendre pour exemple l'exemple donné par un historien de la médecine qui s'appelle Henri Sigériste, lorsqu'il parle de la découverte de la circulation
de la physiologie de la circulation sanguine par Harvey comme inséparable de l'histoire intellectuelle de l'Europe au début du XVIIe siècle. Il montre que c'est la profonde transformation dans la façon de considérer le monde qui trouve son premier écho dans les arts plastiques, ce qu'on appelle le baroque, qui va donner à la science médicale un point de vue perspectiviste, ouvert à l'infini, à l'illimité, ce dont peut rendre compte le physiologique, et donc passer d'un modèle anatomique fixé à un modèle, si vous voulez, ouvert de l'idéal physiologiste. Et Sigéris écrit: l'homme du baroque ne s'intéresse pas à ce qui est, mais à ce qui va être. Le baroque est infiniment plus qu'un style dans l'art. Il est l'expression d'une forme de pensée qui règne à cette époque dans tous les domaines de l'esprit, la littérature, la musique, la mode, l'état, la façon de vivre, les sciences. Et il précise, la physiologie, l'idée fonctionnelle en médecine, est née de l'esprit baroque, et Harvey se range par là au niveau d'hommes comme Michel-Ange et Galilée, chez lesquels, et d'une façon tout à fait analogue, se produit dans le domaine de la physique une évolution qui les amène de l'idée statique à l'idée dynamique. Et il précise, nous voyons que la médecine est des plus étroitement liée à l'ensemble de la culture, toute transformation dans les conceptions médicales étant conditionnée par des transformations dans les idées de l'époque. Donc je crois que c'est très important. Ça montre bien que le savoir n'est pas la science. Le savoir, c'est un concept plus large. C'est en quelque sorte des formes d'intelligibilité du monde au sein desquelles des constructions scientifiques peuvent apparaître, mais qui sont quand même modelées, conditionnées et déterminées en partie par les formes du savoir. Ça va, je suis clair? Et les formes du savoir, elles sont, elles, extrêmement dépendantes des logiques de pouvoir, de la manière dont les pratiques sociales s'exercent à un moment donné. Je n'ai pas le temps de le développer, mais on pourrait trouver la même chose, si vous voulez, chez certains historiens qui ont rendu compte, par exemple, de la rationalité, de la découverte de la raison en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en insistant sur le fait justement que le rationalisme en Grèce, qui va donner bien sûr les arts plastiques, la physique, la mathématique, une certaine harmonie dans la construction des idées, enfin, qui a insisté sur la mesure, sur l'égalité, eh bien, ces constructions-là, qu'elles opèrent, encore une fois, dans le champ des mathématiques, dans le champ de la physique, dans le champ de l'architecture, dans le champ des beaux-arts, dans le champ, si vous voulez, de l'artisanat, eh bien, ces idées, si vous voulez, elles sont inséparables des pratiques sociales, ce qui s'appelle l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité. C'est-à-dire que la raison en Grèce, avant d'être, si vous voulez, d'origine scientifique, est d'abord d'origine sociale. Ça a été magnifiquement montré par les plus grands historiens de l'époque classique, justement en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, j'insiste sur ce point. Encore une fois, ça c'est le point de vue général. Vous imaginez bien que si c'est vrai du point de vue général en médecine, en physique, etc., en mathématiques, n'est-ce pas, en quelque sorte en architecture, ça va l'être encore davantage dans le domaine, je dirais, psychiatrique ou psychopathologique, ou dans le domaine de l'aide éducative, qui bien sûr est extrêmement sensible aux normes sociales. Donc en quelque sorte, ça va être encore beaucoup plus présent. La main du géomètre va être encore beaucoup plus lourde lorsqu'il va dessiner la carte du territoire psychique. Alors, je vais vous donner des exemples très simples. Bon, bien sûr, l'historien auquel je faisais allusion tout à l'heure, que je n'ai pas cité, c'est le grand historien Vernon, qui a beaucoup travaillé sur l'origine de la raison en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, et où il montre bien qu'elle est d'abord sociale. Donc, si vous voulez, c'est bien la manière dont nous vivons socialement qui détermine nos possibilités de rendre compte du monde, des autres et de nous-mêmes, et de le dire dans des discours. Alors, si on prend maintenant la psychiatrie, alors là, bien sûr, c'est la pente savonneuse, parce que vous voyez bien, par exemple, que lorsqu'en 1981, on va retirer l'homosexualité de la liste des troubles du comportement, à partir de ce moment-là, par ce simple geste administratif, on guérit des millions de malades.
Il y a des millions de malades qui se trouvent guéris à tout à coup parce que les psychiatres ont décidé que leur homosexualité n'était plus pathologique. Lorsque, par contre, on va inclure dans les troubles de l'humeur, troubles du comportement, troubles mentaux, les dysphories de genre, les dysphories prémenstruelles, donc les troubles dépressifs, d'irritabilité, etc., de certaines femmes avant les règles, le fait même de les inclure dans la liste des pathologies, ça fait flamber le nombre de milliers, voire de centaines de milliers de femmes, plaçant on va dire, leur anomalie de vécu dans le registre, n'est-ce pas, bien sûr, du pathologique. Donc, si vous voulez, c'est un point extrêmement important parce qu'il y a cette confusion qu'a toujours remarqué Georges Canguilhem, et surtout en psychiatrie, entre les anomalies et les pathologies. Les anomalies, ça veut dire simplement que ce sont des particularités. Ça veut dire que ce sont, si vous voulez, des bizarreries, des caractéristiques. Mais ça n'est pas pathologique en soi. Le situs inversus du cœur, si vous voulez, le bec de lièvre, certaines anomalies ne sont pas en soi des pathologies. C'est nous qui en rendons compte en termes de pathologie, mais elles ne sont pas pour l'anatomophysiopathologie, si vous voulez, des éléments pathologiques. Or, on a tendance aujourd'hui, et vous allez le comprendre, avec l'agitation des enfants, à les bombarder de Ritaline sous prétexte qu'ils souffreraient du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On peut retrouver la même chose avec les troubles oppositionnels de provocation. J'y reviendrai. Il y a toute une espèce de dégradation de l'aide éducative, de la prise en charge thérapeutique qui opère comme ça par une confusion constante entre des styles de comportement, des styles ontologiques, des manières d'être au monde, et puis quelque chose qui relèverait du pathologique. Par exemple, je vous donne d'autres exemples également, mais lorsque les cliniciens, n'est-ce pas, connaissent au début du XXe siècle, fin XIXe, des comportements bizarres qui sont ce qu'on appelle des fugues transitoires. Il y a le cas fameux du patient Albert de Bordeaux qui part comme ça, il est pris de manière compulsive par une errance qui lui fait traverser la France, etc. Qu'est-ce qui fait que d'un coup ça devient pathologique ? Qu'est-ce qui fait que d'un coup on va parler, si vous voulez, de fugue transitoire, de fugue pathologique, n'est-ce pas ? Pardon, de fugue pathologique d'une maladie que Ian Hacking, le grand anthropologue, va considérer comme une maladie transitoire, une fausse maladie, pour aller vite. Alors, c'est d'autant plus amusant que, finalement, c'est à partir de la thèse d'un interne en médecine à Bordeaux que, justement, ce diagnostic de fugue pathologique va avoir une certaine valeur. Bon. Alors, c'est intéressant aussi parce que, justement, pour des gens comme l'anthropologue Ian Hacking, qui a beaucoup travaillé là-dessus, ce diagnostic qui apparaît de fugue transitoire, qui ne s'est jamais imposé aux États-Unis, par exemple. Il s'est imposé en Russie, il s'est imposé en Italie, il s'est imposé en Angleterre, en France, bien sûr, mais pas, si vous voulez, aux États-Unis, comme si chez eux, c'était normal d'être atteint de compulsion à fuguer, quoi. Bon. Eh bien, il nous montre, et je reviendrai avec d'autres pathologies, il nous montre que c'est parce que, justement, ces diagnostics qu'il appelle de maladies transitoires, de maladies fantômes, si vous voulez, eh bien, émergent de la niche culturelle d'une société. Et c'est-à-dire que c'est au moment où le tourisme devient populaire en France au début du XXe siècle que va prospérer justement le diagnostic de fugue pathologique. Alors j'y reviendrai, mais finalement on peut dire qu'on a presque à chaque époque son diagnostic de prédilection. Vous le savez, aujourd'hui c'est le TDAH et c'est le trouble du spectre autistique. Hier c'était la dépression, avant-hier c'était l'hystérie. Avant-hier encore, avant-avant-hier, du temps de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, c'était le syndrome de Cotard des maladies, des mélancolies anxieuses, c'était le trouble de la personnalité multiple sur lequel je reviendrai, bref, ou encore le syndrome d'enlèvement par les extraterrestres, dont aujourd'hui, il faut dire, en pratique psychiatrique, on n'en rencontre plus beaucoup. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que, vous voyez, et encore, je ne mentionne que les diagnostics
les plus usagés, si j'ose dire, dans les deux sens du terme, les plus utilisés. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les troubles subcliniques, la clinique des gens fragiles, etc. Et donc, vous vous rendez bien compte que, du coup, tout le monde va être malade. Et comme il s'agira de moins en moins à notre époque de les soigner, que de les trier, de les surveiller, de les accompagner toute leur vie, n'est-ce pas? Toutes les populations vont en quelque sorte être considérées comme fragiles et à surveiller, ce qui n'est pas sans conséquences à la fois sociétales, politiques, industrielles, bien évidemment, et éthiques. Alors, la fabrique de l'hypnose, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces diagnostics émergent souvent de pratiques cliniques existantes. C'est-à-dire que la pratique de l'hypnose va favoriser, vous le savez, par exemple, l'hystérie, incontestablement. Mais quand vous prenez le trouble de la personnalité multiple, le trouble de la personnalité multiple, c'est ces patients, comme le cas Félida à la fin du 19e siècle avec Janet, qui ont des dissociations de personnalité, c'est-à-dire plusieurs personnalités. Eh bien, lorsque vous prenez, si vous voulez, ce diagnostic-là, on le voit par exemple totalement disparaître au début du XXe siècle avec la psychiatrie continentale, c'est-à-dire européenne. En gros, que ce soit Freud, Janet ou d'autres, rapidement, ça devient un symptôme hystérique banal comme un autre, et c'est plus un diagnostic particulier. Eh bien, vous allez le voir réapparaître aux États-Unis dans les années 70. Et vous allez 1970. Et vous allez le voir réapparaître donc presque un siècle plus tard, non pas parce qu'il y a une grande découverte biologique ou autre, c'est pas ça, c'est parce que d'un coup, vous avez en quelque sorte une espèce de publicité qui est faite autour d'un cas qui a été isolé par la psychiatre Cornelia Wilbur en 1973, qui s'appelle le cas Sibylle, d'une patiente qui aurait subi des violences sexuelles et agressives au cours de son enfance et qui se serait retrouvée à l'âge adulte avec une fragmentation de la personnalité. Elle aurait plusieurs personnalités. Il y a eu aussi au cinéma Porté, le cas Ève, etc. Enfin, Split plus récemment et autres. Si vous voulez, on va voir réapparaître dans les années 70, mais encore une fois, ce n'est pas une découverte scientifique, c'est la niche culturelle qui fait qu'à ce moment-là, eh ben, il y a un bon roman qui est bien vendu, il y a une psychiatre qui sait bien vendre, si vous voulez, son produit commercial, ça passe à la télé, ça devient très à la mode, et de quelques dizaines de cas de personnalités souffrant de troubles de la personnalité multiple, on va en rencontrer des dizaines de milliers, jusqu'à créer une association des multiples, qui va d'ailleurs peser sur l'Académie de psychiatrie américaine, enfin l'association de psychiatrie américaine, et qui va intégrer des troubles dissociatifs de type personnalité multiple dans le DSM-3, par exemple. Vous voyez. Donc, encore une fois, vous entendez bien là la négociation. En psychiatrie, c'est comme dans l'éducation ou ailleurs, on n'est pas dans du diagnostic qui a une objectivation positiviste incontestable. On est encore une fois dans quelque chose de très approximatif qui se négocie avec des intérêts tout à fait divergents. Il y a bien sûr le sécuritaire, le politique qui aime bien pouvoir surveiller les populations et les normaliser. Il y a aussi l'industrie de santé qui se fait, passez-moi l'expression, les couilles en or avec la vente des médicaments et puis l'imagerie médicale, etc. Il y a aussi une lutte à l'intérieur de la psychiatrie entre des mouvements opposés, des théories opposées, et donc à la clé des postes universitaires, du fric, du budget, etc. Voilà. Or, par exemple, moi j'ai eu l'occasion, j'ai été invité par une chaîne américaine à me pencher sur le cas d'un patient souffrant de troubles de la personnalité multiple très célèbre, c'est le cas Billy Milligan. Billy Milligan, dans les années 1977, est attrapé par la police après avoir violé 3 étudiantes sur un campus, et il dit « c'est pas moi, c'est les autres qui sont en moi ». Et on va objectiver chez ce patient Billy Milligan 24 personnalités. Et donc, en gros, n'est-ce pas, il y a à l'intérieur de lui-même des morceaux de personnalité qui luttent pour pouvoir s'adapter au monde extérieur et éviter, bien sûr, le déchaînement pulsionnel, comme par exemple le viol des étudiantes. Mais alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai eu la chance
d'avoir, si vous voulez, la vidéo des expertises du docteur Cornelia Wilbur, la fameuse dont je parlais tout à l'heure avec le cas 6000, n'est-ce pas, et de voir la manière dont elle interrogeait Billy Milligan. Et alors c'est incroyable parce qu'elle lui fabriquait ces personnalités multiples. Elle lui disait par exemple, j'ai oublié les noms parce que j'ai travaillé il y a quelques années là-dessus, mais fais-moi apparaître Ralph, fais-moi apparaître Anne, fais-moi apparaître... Et en gros, donc, il y avait une conduite réalistique qui venait performer les personnages multiples de Billy Milligan, qui finalement d'ailleurs a eu la chance d'être déclaré irresponsable pénalement du viol de ses étudiantes, puisque ayant 24 personnalités, il ne pouvait pas toutes, bien sûr, les maîtriser. Alors, si vous voulez, il faut voir aussi que, par exemple, le trouble de la personnalité multiple, comme l'hystérie, si vous prenez par contre la deuxième moitié du 19e siècle, je vais faire un peu plus vite, si vous prenez la deuxième moitié, n'est-ce pas, du 19e siècle, c'est énormément corrélé avec les pratiques, n'est-ce pas, de mimétisme, c'est corrélé avec les phénomènes extraordinaires de spiritisme, les esprits qu'on interroge, etc. Il y a toute une mouvance culturelle où dans ce siècle, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, j'ai beaucoup publié sur ces questions, dans ce siècle, si vous voulez, très positiviste du 19e, n'est-ce pas, où on a à peu près tout découvert de la localisation cérébrale, des maladies neurologiques, des réflexes physiologiques, où on a à peu près tout découvert du fonctionnement machinique du corps, eh bien, il y a quelque chose qui reste, qui va bien sûr donner la psychanalyse, c'est qu'il y a un savoir qui n'est pas réductible au savoir, si vous voulez, neurophysiologique, hein, pour aller vite, et ce savoir, eh bien, il va aussi bien donner, bien sûr, le somnambulisme, les phénomènes extranormaux, les crises d'hystérie, etc. Vous voyez. Donc, je crois qu'il faut bien voir, encore une fois, que quelque part, j'en viens à la dernière thèse de cette partie, hein, la folie, comme disait Foucault, est quand même le miroir des valeurs d'une société. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse considérer que la folie est d'origine sociale ou que la souffrance est d'origine sociale. Elles peuvent très bien avoir d'autres causes. Il faudrait y avoir une surdétermination par des facteurs multiples, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, la manière dont on va coder l'expression, si vous voulez, d'une souffrance, la manière dont elle va être prise en charge et la manière dont on va former les gens pour la prendre en charge dépend étroitement de cette niche écologique d'une culture dont Ian Hacking, avec beaucoup d'humour, nous a montré que souvent, n'est-ce pas, ces phénomènes étaient bicéphales, avec un côté négatif, c'était la fugue pathologique, mais un côté positif, c'était le tourisme populaire. Mais on le retrouve à peu près partout, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, par exemple, si on prend le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, moi j'avais fait un travail à l'époque dans un livre sur la liberté, j'ai oublié le titre, mais peu importe, j'ai écrit 23 livres, donc je n'ai pas forcément le souvenir de tous les titres. Oui, faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Voilà. Donc j'avais superposé, si vous voulez, la liste des items qui permettaient le diagnostic de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et la liste des effets psychologiques que produisait la consultation des écrans. C'est par exemple le papillonnage, par exemple le screening, par exemple, si vous voulez, l'intelligence simultanée qui prévaut sur l'intelligence séquentielle, etc., l'agitation et autres. Si on met les deux en parallèle, on retrouve la même chose. Donc, si vous voulez, c'est comme si, en quelque sorte, la manière dont nous bénéficions de la consultation de nos écrans était l'aspect positif dont le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité serait, en quelque sorte, le versant négatif. Bon, on pourrait développer, mais je voudrais conclure sur ce point pour passer à autre chose. Je conclue en disant que les diagnostics en psychopathologie sont des réalités transactionnelles, donc encore une fois, on les négocie sur le marché social, résultant d'une véritable souffrance des patients. Ça, il ne faut pas la récuser, elle est incontestable, n'est-ce pas, avec l'enveloppe formelle des symptômes que propose la culture. C'est-à-dire, on n'est pas hystérique de la même manière au XXIe siècle, n'est-ce pas, et au XIXe, n'est-ce pas, et la manière dont les praticiens
qu'ils soient psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, enfin, pédagogues, sont formés et ils exercent sous la pression d'intérêts divergents, souvent conflictuels, des institutions académiques. Lorsque aujourd'hui en France, vous n'avez plus un seul professeur de psychiatrie qui sera faire la psychanalyse, ben, il va fabriquer des petits qui seront forcément anti-psychanalystes. Hein. Ça, je peux vous dire, dans ma région, d'ailleurs, ça n'est ridicule de manière obscène. Bon. Mais aussi, bien évidemment, des intérêts politiques, c'est-à-dire davantage, on va repérer dès la crèche, la maternelle, les enfants, n'est-ce pas, qui ne se comportent pas comme les autres. Davantage, on va pouvoir les surveiller, faire des dossiers, les suivre de la maternelle jusqu'à l'université, n'est-ce pas? On ne va pas forcément d'ailleurs les hospitaliser, les interner, les traiter, on va les surveiller, les accompagner, voire les rééduquer par des TCC ou autres orthopédies, peu importe, vous voyez. Voilà. Et puis, bien sûr, les industries de santé, parce que je vous avais préparé quelques chiffres, par exemple, pour le fameux trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je suis allé un peu voir les chiffres parce que j'avais fait un livre avec une amie journaliste, Hélène Fresnel, Homodrocus, qui était paru chez Harper. C'est intéressant parce que celui qui a inventé le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'était le professeur Léon Heisenberg. Léon Heisenberg a fait toute sa carrière sur ce diagnostic de trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et quelques mois avant sa mort, il a déclaré au Spielberg qu'il ne croyait pas du tout à ce qu'il avait inventé, que c'était purement bidon, que c'était une maladie fantôme, fabriquée, que c'était l'exemple même d'une maladie fabriquée pour plaire aux parents et aux laboratoires pharmaceutiques. Alors, je suis allé voir si les laboratoires pharmaceutiques, il y avait quelques intérêts. Et effectivement, si vous prenez par exemple, c'est cité par Léon Heisenberg, hein, si vous prenez de la Ritaline, en 1993, elle est fabriquée, il y a 34 kilos de Ritaline qui sont fabriqués. En 2008, on est allé à 1760 kilos. Bon. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. Alors, je suis allé voir aujourd'hui en France, puisque j'avais fait cette enquête avec cette journaliste-là, cette amie, Hélène Fresnel. En France, en 1996, il y avait 26 boîtes de Ritaline qui avaient été vendues en pharmacie. 26 000 boîtes. D'accord ? Mais en 2021, il y avait 1 300 000 boîtes. Or, en France, par exemple, aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, une puissance considérable de certaines associations comme Hyper, Super, n'est-ce pas, qui font pression, si vous voulez, sur le ministère, qui se sont même fait élire dans le conseil d'évaluation des troubles neurodéveloppementaux, avec bien sûr la complicité de certains certaines hauts fonctionnaires dans le domaine de la santé qui n'arrêtent pas de démolir la psychanalyse dont elles connaissent strictement rien pour favoriser quelque chose qu'elles ne connaissent pas davantage, qui est bien évidemment les neurosciences. Hein. Et donc, si vous voulez, on a aujourd'hui cette psychiatrisation des émotions, cette médicalisation outrancière de l'existence, puisqu'on avait fait avec le docteur Marie-Josée Volgo, donc mon épouse que vous avez aperçue tout à l'heure, n'est-ce pas, lorsqu'on s'est branché avec difficulté sur Team, n'est-ce pas, eh bien on avait fait un livre qui s'appelait La santé totalitaire, essai sur la médicalisation de l'existence. Bon. Et donc, si vous voulez, cette psychiatrisation des émotions, cette médicalisation de l'existence, elle va favoriser une prise en charge qui va être industrielle, c'est-à-dire chimique avec les médicaments, et si vous voulez, des recherches neuroscientifiques avec, bien sûr, les IRM et compagnie. Alors, je ne dis pas que c'est inutile. Moi, je suis encore une fois un enfant des Lumières. Je suis pour la science. J'adore les neurosciences. Je suis un fan de tout ce qui est imagerie médicale, intelligence artificielle. Ce n'est pas le problème. Mais si vous voulez, c'est prendre les gens pour des couillons quand on leur fait croire qu'on va trouver quelque chose qui va expliquer nos émotions et nos passions. Ça n'est pas vrai. J'aimerais bien savoir aujourd'hui ce que les neurosciences qui ont reçu des centaines de millions de crédits ont bien pu découvrir, n'est-ce pas, en ce qui concerne nos misères psychologiques quotidiennes. Voilà pour ma première partie. Peut-être deuxième chose, juste un deuxième exemple pour vous, enfin deux choses pour vous amuser sur ce premier point. C'est par exemple, Pignard avait constaté très justement, Philippe Pignard, qu'entre 1979 et 1992, le diagnostic de dépression en France avait été multiplié par 7. Ça ne veut pas dire qu'on a 7 fois plus de déprimés, ça veut dire qu'on a abaissé le seuil de tolérance de la dépression qui permet d'inclure toujours davantage de
patients comme étant déprimés. Et le DSM-5 en 2013, en supprimant le deuil comme motif de la dépression, ne fait que favoriser davantage d'entrer la tristesse dans le pathologique et avec la difficulté ensuite toujours de sortir du pathologique. Et il n'y a pas d'ailleurs que la tristesse, puisqu'en 2013, le DSM-5 fait aussi une confusion, il rapproche abus et dépendance des addictions. C'est-à-dire que désormais, abuser de l'alcool, peut-être que ça vous arrive, je ne veux pas le savoir, n'est-ce pas, ou bien être dépendant et addict, et bien désormais c'est pareil. Et donc là, il y a quand même quelque chose de grave, parce que vous voyez bien que ça veut dire que non seulement on médicalise l'existence, mais on pathologise le mode d'être au monde. Ouais. Dernier exemple, il est apporté par Christopher Lane, n'est-ce pas, aux États-Unis, parce que Robert Spitzer et sa bande, avec le DSM-3 et 4 notamment, si vous voulez, cassent le concept de phobie sociale. Ça ne leur plaît pas. Ça sent la psychanalyse, la phobie. Donc ils ont une haine de la psychanalyse. C'est normal, il a été analysé par un reichien. C'est normal qu'il ait quelques ressentiments à l'endroit de la psychanalyse. Bon. Eh bien, si vous voulez, à ce moment-là, on va casser le diagnostic de phobie sociale et en lieu et place, on va mettre le diagnostic de trouble de l'anxiété sociale. C'est génial, parce que d'une part, il faut voir les items qui permettent de dire que vous êtes un anxieux, n'est-ce pas, vous souffrez de troubles d'anxiété sociale. D'abord, vous n'aimez pas manger seul au restaurant. Si jamais vous allez uriner, si vous êtes un homme, bien sûr, n'est-ce pas, si vous allez uriner, que vous êtes gêné qu'il y ait un homme qui pisse à côté de vous, là aussi, c'est encore un item positif pour vous faire entrer, n'est-ce pas. Bon, enfin, bref, je pense que peu de gens y échappent. Et effectivement, aux États-Unis, on est passé pour les Américains de 5% d'Américains souffrant de la phobie sociale à près de 20% souffrant d'anxiété sociale, au moment où, bien évidemment, un laboratoire fait une publicité fantastique pour le Paxil, équivalent de Deroxa en France, avec des affiches un peu partout. Vous n'êtes pas malade, non, vous n'êtes pas timide, vous êtes malade, etc. Soignez-vous. Donc oui, on a là, et je reste sur ce premier point là-dessus, on a vraiment, si vous voulez, l'exemple même où on a une espèce de pathologisation abusive de nos manières différentes d'être au monde. Or, c'est la diversité qui fait en quelque sorte la signature du vivant. Quand vous voulez, je continue, mais je pense que vous avez peut-être des questions quand même. Hein. Oui, bien sûr, parce que c'est déjà un grand programme que vous nous avez ouvert là. Moi, en vous écoutant, je me disais, donc, il y a beaucoup d'ingrédients, mais comment est-ce qu'on fait aussi pour penser, est-ce que c'est pas une manière singulière d'être au monde que de réclamer, d'être reconnu dans telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie, ou avoir tel ou tel trouble dans un monde où le singulier, chacun de nous est de plus en plus inconsidéré, mis à mal, etc., par des systèmes, des protocoles, etc. Et donc, est-ce que c'est pas une contradiction finalement, un effet miroir dans cette société qui ne nous singularise plus, c'est cette demande d'être reconnu singulièrement à travers un trouble, une maladie ou autre? Alors, oui, sans doute, mais la singularité dans cette demande de reconnaissance sociale, elle disparaît. Elle disparaît parce que, d'une part, si vous voulez, c'est comme l'hypocondriaque qui, en quelque sorte, éprouve un mal-être qu'il va localiser dans une partie de son corps pour pouvoir le faire nommer médicalement. Il n'avance pas pour autant sur le motif singulier qui le pousse à dire j'ai peur d'être malade, j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être atteint de tel cancer, de tel autre, etc. Donc la singularité, elle disparaît, parce que justement, elle se localise dans une région qui est une région d'aliénation. C'est une région de nomination par la science, entre guillemets, d'un mal-être singulier. Ça évoque aussi tout ce qui nous avait été apporté du côté de Goffman par la fonction communautaire des stigmates. C'est-à-dire qu'effectivement, le stigmate, en même temps qu'il est exclusion, il est en même temps possibilité
de rassemblement autour du stigmate. Vous voyez? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières, je dirais, plus joyeuses au sens de Deleuze, de faire reconnaître sa singularité? Je pense que la faire reconnaître par ce biais-là, c'est se vouer quelque part à la servitude que va imposer toute politique sécuritaire qui, au nom de l'hygiène publique et psychiatrique, va encapsuler, si vous voulez, l'individu dans le troupeau. Et alors peut-être juste, ça me permet de dire, et après je vous laisse me poser la question, mais ça me permet de dire que c'est peut-être là où on approche du deuxième point, c'est que les choses sont d'autant plus graves aujourd'hui que c'est pas seulement la psychiatrie dont je parle, qui est celle des années 80 à 2000 et quelques, 2020, c'est une nouvelle forme de psychiatrie qui, en gros, se dilue, et les neurosciences aident beaucoup à ce niveau-là, se dilue, si vous voulez, dans la diversité des styles neuro-ontologiques d'existence, avec de moins en moins de prise en charge spécifique, que ce soit l'hôpital psychiatrique ou le cabinet psy. Et là, on est dans une désinstitutionnalisation qu'avait annoncé Deleuze, et qu'il voyait d'ailleurs comme une révolution symbolique qui est politique, pas uniquement d'ailleurs dans le domaine de la psychiatrie, mais de l'école et de toutes les institutions. Je vous donne juste la citation de Deleuze, qui différencie les sociétés disciplinaires dont on a parlé avec Foucault et cette psychiatrie-là, cette néopsychiatrie dont je parlais, de celle qui advient et qui ne sera plus une psychiatrie, qui n'aura plus rien à voir avec la psychiatrie. Et Deleuze écrit: nous entrons dans des sociétés de contrôle, donc elles ne sont plus disciplinaires, c'est post-disciplinaire. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par un contrôle continu et communication instantanée. Bien sûr, on ne cesse de parler de prison, d'école, d'hôpital. Ces institutions sont en crise, mais si elles sont en crise, c'est précisément dans des combats d'arrière-garde. On essaie de nous faire croire à une réforme de l'école ou de l'hôpital, alors que c'est déjà une liquidation. Et si vous voulez, c'est un peu ce qui se produit, enfin je ne sais pas en Belgique, mais parce que je connais la Belgique, parce que comme vous le savez, j'y suis quand même de temps à autre. Voilà. Mais il va de soi que, en gros, on perd la spécificité de l'institution, que ce soit l'école par exemple, avec le contrôle continu, l'enseignement à distance, les machines apprenantes, etc., les chatbots pédagogues ou thérapeutes et autres. Et en gros, il n'y a plus d'institution, et en gros, c'est partout. Donc, en quelque sorte, on a fait exploser les limites et les frontières, et de fait, nous sommes dans une société qui ne contrôle plus simplement dans des lieux spécifiques où elle enferme pour ça, l'hôpital, l'école, la famille, la prison, l'usine, etc., mais partout. La psychiatrie postdisciplinaire, c'est la mort de la psychiatrie. C'est à laquelle nous assistons. Et un participant ou une participante demande finalement, et je pense que c'est bien le reflet de ce que vous venez d'expliquer, comment on s'y retrouve en tant que profane du sujet entre les TDAH, les HPI, l'hypersensibilité émotionnelle, etc. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Comment est-ce qu'on peut entendre tous ces vocables? Si vous voulez, chaque cas est un cas particulier, est un cas singulier. Et on essaie de s'y retrouver comme on peut. J'ai pas de mode d'emploi, malheureusement, pour sortir de cette situation. Moi, je crois en tout cas que, et ça c'est peut-être la deuxième et troisième partie à laquelle vous aviez pensé, voilà. que dans le processus de standardisation professionnelle tel que nous le connaissons à l'école, à l'hôpital, si vous voulez, dans le travail social, dans la culture, dans la formation, où finalement on va dire, nous avons transformé notre mode artisanal de création et d'usage en production industrielle de masse. Je crois qu'il est important de revenir à une conception artisanale et à la dimension artistique du soin et de l'éducation. Parce que, je ne sais pas si vous voulez que je parle de ça maintenant. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Si vous prenez déjà,
la fragmentation aujourd'hui des diagnostics, comme vous l'avez dit, Anne-Claire, en commençant, n'est-ce pas, ou Claire Anne, en commençant, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, on n'est plus dans le repérage des grandes structures, névrose, psychose, perversion, état limite, c'est pas ça. On est dans une fragmentation des troubles qui fait que tout peut devenir un trouble du comportement, un trouble mental. Vous savez que dans le DSM-5 en 2013, la compulsion à accumuler des objets inutiles fait plus partie des symptômes classiques des obsessionnels, mais devient un trouble à lui tout seul qui s'appelle la silogomanie. Bon, alors moi, je souffre de silogomanie, parce que, bon, on est sans doute beaucoup à souffrir de silogomanie, surtout si on écrit, si on lit et si on travaille. Voilà notre problème. Bon, il faut voir qu'en 1952, le manuel, donc le DSM, vous le connaissez, c'est le manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux, inventé par les Américains, qui ont toujours été d'une nullité absolue en psychiatrie. En 1918, non, mais c'est pas de leur faute, hein, je veux dire, peut-être pour ça qu'on a Trump, mais c'est notre problème. Bon, si vous voulez, mais en 1918, n'est-ce pas, la conception de la psychiatrie était purement utilitaire et gestionnaire, c'était d'éliminer en quelque sorte les candidats à l'immigration représentant des troubles mentaux, quoi. Ils avaient été à peu près là. C'est la psychiatrie continentale et européenne qui avait le devant de la scène. En 1952, si vous voulez, on essaie de mettre en place une manière de diagnostiquer à partir justement des grandes pathologies. Et il y a une centaine de troubles mentaux sur une nomenclature qui sert en quelque sorte, si vous voulez, presque un manuel pour l'armée, pour trier un peu les patients. Et en 2013, on en a plus de 300, près de 400. Donc, quand on multiplie comme ça, vous savez qu'on a fait exploser les structures et qu'à la place des grandes structures que nous connaissions, eh bien sûr, on a justement ce dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, la dépression, c'est qui est guérie par les antidépresseurs. La dépression, si on voit le DSM-4, il faut, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 items sur 9 pour être déprimé, alors que quand on a appris, n'est-ce pas, la clinique psychiatrique, on essayait de savoir si le contexte de la dépression, la manière dont le patient exprimait par les mots sa tristesse, on se demandait si c'était lié à une dépression post-traumatique, réactionnelle, à un deuil, réactionnelle d'une perte d'emploi, réactionnelle à un divorce, etc. Ou bien si c'était une dépression qui était incluse dans une névrose banale, ou bien si on était face à une séquence dépressive, d'une psychose maniaco-dépressive, bref, ou bien si on avait affaire à quelque chose qui approchait de la mélancolie, on se posait des questions cliniques. Là, c'est fini. Vous fonctionnez par, en quelque sorte, si vous voulez, questions-réponses des plus stupides, à la manière des assureurs, hein, qui vont, en fonction de votre âge, de vos antécédents pathologiques, de votre manière de vivre, poser, si vous voulez, les risques qu'ils prennent en vous assurant. C'est pareil. Donc, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui une psychiatrie actuarielle, c'est-à-dire fondée, comme pour les assurances, sur un certain nombre, si vous voulez, de présence de troubles donnant, en quelque sorte, de manière multi-axiale, n'est-ce pas, vos risques à développer tel ou tel comportement qu'on ne veut pas. Il faut bien voir que ça démarre, par exemple, de la manière suivante. Ça démarre avec, on va dire, la transformation du clinicien, qu'il soit psychiatre, psychologue, travailleur social, etc., en un ordinateur. En 1968, Robert Spitzer, donc un des deux patrons qui ont fondé la révolution du DSM-3, Robert Spitzer invente un ordinateur dans lequel il engrange des réponses à un questionnaire, dont il les items, enfin, comme un assurant, comme un assureur ou aujourd'hui comme un psychiatre de faculté, eh bien, il engrange des réponses et l'ordinateur recrache un diagnostic. On est en 1968, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus perfectionné. Il va sortir, bien évidemment, si vous voulez, la prescription médicale, et pourquoi pas introduire un chatbot qui va permettre la prise en charge psychothérapique quand vous en parlez, vous voyez, bon, ou la distribution des médicaments automatiques. Vous voyez, on est là. En 1983, d'ailleurs, le Robert Spitzer, qui n'était pas un imbécile, n'est-ce pas, même si ça a été une catastrophe pour moi, pour la psychiatrie, en 1983, il écrit un article disant « Les cliniciens sont-ils encore nécessaires ?» Et là, c'est important parce que, si vous voulez, les cliniciens sont-ils encore nécessaires? C'est une question qui est posée pour les psychiatres, c'est une question qui est posée pour les psychologues, pour les travailleurs sociaux, mais aussi pour les pédagogues.
Parce que, en gros, le meilleur, le meilleur technicien, c'est la machine. Qu'est-ce qu'on demande en somme aux psychologues, aux psychiatres, aux travailleurs sociaux, n'est-ce pas, à l'enseignant, si ce n'est une identification parfaite à l'ordinateur? Et là, on voit bien donc, le danger. Donc, si vous voulez, cette standardisation est extrêmement importante et elle va avec deux axes fondamentaux. Le premier, c'est la conception anthropologique d'un homme auto-entrepreneur de lui-même propre au néolibéralisme. C'est-à-dire tout ce que Foucault nous a appris, à savoir que le principe cardinal du néolibéralisme, c'est la mise en concurrence des uns avec les autres, et chaque individu est comme une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles, et qui finalement doit apprendre à les meilleures stratégies pour pouvoir jouir le plus possible sur le marché, je dirais, de l'existence. Vous voyez ? Donc ça c'est la conception anthropologique du néolibéralisme. Deuxième axe extrêmement important, c'est ce dont j'ai beaucoup parlé avec mes amis de l'appel des appels, c'est un processus de taylorisation généralisée des métiers. C'est-à-dire que tous les métiers, quels qu'ils soient, que vous preniez les métiers du soin, avec les usines de soins, que vous preniez les métiers de l'enseignement, que vous preniez les métiers de la recherche, les métiers de l'information, les métiers de la culture, les métiers de la justice, les métiers du travail social, enfin, l'ensemble des métiers aujourd'hui se trouvent taylorisés. Or, souvenez-vous, au départ, Taylor, n'est-ce pas, un des grands criminels de l'humanité, c'est quoi son idée? C'est on va observer le comportement des ouvriers en train de fabriquer des pièces métalliques, observées par des experts, qui vont chronométrer, capturer les comportements pour essayer d'établir le meilleur script possible afin d'accroître le rendement individuel et de passer un marché avec les ouvriers, renoncer à leur capacité de décider, de créer, en échange d'une soumission en quelque sorte au protocole standardisé qu'ils doivent appliquer, et en échange, on leur donne une prime de rendement. Aujourd'hui, on ne donne plus de prime, puisque le fait de conserver son travail, déjà en soi une prime. Donc, si vous, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, eh bien, ce comportement que vous avez dans les temps modernes, si vous vous souvenez de Chaplin en train de visser sur une chaîne automatique de production de pièces métalliques, il fait le même geste, il visse des boulons, mais ce geste n'est pas qu'un geste technique, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle un habitus, c'est une disposition à agir, à penser d'une certaine manière, puisque quand il sort dans la rue, il va visser la poitrine des femmes, et finalement il va passer dans la machine où il devient un rouage. Donc, si vous voulez, cette standardisation aujourd'hui, elle n'est pas simplement localisée dans le métier d'ouvrier, d'employé, de caissier, etc. On la retrouve partout, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du soin, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la justice, de l'information, où on demande aux individus d'appliquer les règles de bonne pratique qui ont été décidées par des experts qui souvent n'ont même pas eux-mêmes l'exercice concret de leur métier ou ne l'ont plus. Et là, vous avez ce que on appelle une prolétarisation. Qu'est-ce que c'est une prolétarisation? Vous savez que c'est un terme de Marx, mais la prolétarisation, c'est pas en quelque sorte, n'est-ce pas, une pauvreté matérielle. Le prolétaire, il n'est pas simplement pauvre. C'est pas vrai. Le prolétaire, c'est depuis, je dirais, la philosophie grecque, le prolétaire, c'est celui qui finalement a renoncé à son savoir, à son savoir-faire et à son savoir-être en échange, si vous voulez, d'une soumission au mode d'emploi de la machine. Donc, être prolétarisé, ça veut dire qu'en quelque sorte, je renonce à mes capacités créatrices et, en lieu et place, j'ingurgite, j'avale le mode d'emploi de la machine. Et c'est cette soumission librement consentie qui est exigée par le taylorisme. C'est ça qui est absolument terrible, c'est ce à quoi nous avons affaire, et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une réelle souffrance des travailleurs, du social, de l'éducation, du soin, de la recherche, parce que finalement, ils se soumettent, n'est-ce pas, à un mode d'emploi, et ils sont privés du sens de leur métier, ils sont privés de la capacité de créer. Et ça, c'est absolument insupportable. Et à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, ça sera une des conditions révolutionnaires des prochaines années.
les populations aidantes. Il y a un Japonais qui a écrit un livre aussi intéressant là-dessus, Saito, qui montre bien que c'est peut-être justement ces populations qu'il appelle aidantes qui sont les plus propices à se révolter, parce que c'est nier ce qu'elles sont, c'est nier ce qu'elles font, que d'exiger qu'elles renoncent, si vous voulez, à leur capacité de création, à leur capacité artisanale de faire leur métier. Et c'est ce point qui est absolument essentiel. Simone Weil disait: tout se passe comme si le lieu de la décision, à propos des ouvriers standardisés ou des ouvriers spécialisés, elle disait: tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine, qui ne sont plus que le prolongement, les bras de la machine. Bien ça, aujourd'hui, c'est vrai pour le chirurgien, c'est vrai pour l'enseignant-chercheur, c'est vrai pour le magistrat, c'est vrai, si vous voulez, pour le psychologue, pour le psychiatre, pour le médecin, c'est vrai pour l'éducateur, c'est vrai pour le journaliste, c'est vrai pour tous les métiers. Et alors, je vois le temps filer. On a commencé un petit peu en retard, donc je nous propose encore 5 minutes. Est-ce que vous pourriez justement terminer sur comment on peut reprendre cette part de créativité et de liberté? Est-ce qu'il nous est possible de la prendre dans cette technicisation, je vais y arriver, grandissante de tous ces métiers? On a l'impression d'être un peu oppressé par les couches supérieures. Comment est-ce que chacun, à notre place, on peut justement rattraper cette petite part de créativité? Alors, je pense que c'est chacun ensemble. C'est extrêmement difficile de penser pouvoir, comme enseignant, comme chercheur, comme journaliste, comme médecin, comme psy, seul, dire je ne me fie qu'à mon métier, et bon, voilà, on sera très vite placardisé, marginalisé, licencié, tout ce que vous voulez. Bon. Seul ensemble, ça veut dire qu'à mon avis, il faut que nous puissions renouer avec le mode artisanal d'exercice des métiers. Ce qui ne veut pas dire renoncer à la puissance des machines ou de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas, encore une fois, technophobe. J'adore ChatGPT. Si vous voulez, je ne sépare que rarement de mon iPhone, de mon iPad. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous avons transformé l'usage des machines et des machines abstraites comme les algorithmiques et autres. Nous avons transformé ces instruments dont nous devions nous servir, n'est-ce pas, en maître de notre destin. Et ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien, une fois encore, dans l'histoire des techniques, on voit bien comment, finalement, les découvertes des techniques font partie d'un potentiel émancipateur qui, à un moment donné, se trouve récupéré dans des logiques de domination sociale par des possédants qui en font le moyen de soumettre et le moyen, si vous voulez, de maîtriser justement la colère sociale, la révolte sociale, de la mater. Vous voyez, mais ça se voit dès l'imprimerie. J'en ai parlé dans mon avant-dernier livre, La fabrique de nos servitudes, qui est celui qui pousse peut-être le plus loin cette question, avec par exemple Nebrija au XVe siècle, à la fin du XVe siècle en Espagne, qui à un moment donné va utiliser l'imprimerie, n'est-ce pas, comme moyen finalement d'imposer aux Espagnols, pour plaire à Isabelle de Castille, n'est-ce pas, l'usage du castillan, en renonçant à l'ensemble des langues vernaculaires qui circulaient à ce moment-là à l'Espagne. Donc, en gros, l'imprimerie, qui est une chose formidable, elle peut devenir à un moment donné un des moyens, pas le seul, mais un des moyens par le truchement duquel on impose aux populations de parler le monde et de voir le monde avec la même et seule langue. On le retrouve partout. Il y a tous les travaux très intéressants de Nastasia Martin sur les peuples autour du détroit de Bering, qui ont renoncé aussi, si vous voulez, à leur parler vernaculaire, en se laissant imposer, et d'un côté du détroit de Bering, l'anglais, à cause des Américains, et de l'autre côté, le russe, à cause des Russes, bien sûr. Qui donc ont perdu leur possibilité de dire le monde à partir de la tradition même de leurs ancêtres. Donc moi, je crois que la première chose à faire, c'est arrêter d'accepter de nous soumettre aux évaluations. Les évaluations, c'est de l'imposture. C'est-à-dire
On va croire, si vous voulez, que, comme disait Canguilhem, que la qualité est une propriété émergente de la quantité, c'est une imposture. Et donc, en gros, accepter que nos actes de soins, que nos actes pédagogiques, que nos actes de travail social soient fuselés et réduits au calibrage du quantitatif et du formel, c'est inacceptable. Donc, si vous voulez, ça m'évoque cette phrase de Marx qui disait « Il ne faut pas dire qu'une heure de travail vaut une autre heure de travail. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien. Il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, la quantité décide pour la qualité. » Donc, si vous voulez, le premier point pour moi, c'est que collectivement, il nous faut refuser des évaluations qui ne sont pas ajustées aux finalités de nos métiers. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à refuser toute évaluation, bien évidemment, mais nous n'avons accepté les évaluations qu'à condition qu'elles s'avèrent adéquates aux finalités et à la spécificité de nos métiers, et non pas réduites par une quantification de grande surface. Donc, parce que c'est le moyen actuel de fabriquer de la servitude. La deuxième chose, je crois qu'il faut que nous puissions réapprendre à nous donner du temps. Il y a une phrase que je cite toujours Jean-François Lyotard, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un info mais incorrigible, d'en faire perdre. Eh bien, nous devons exiger d'avoir du temps à perdre pour pouvoir penser et pouvoir se parler. Donc, on ne peut pas continuer à travailler à flux tendu, parce que travailler à flux tendu, ça veut dire automatiquement, n'est-ce pas, accomplir les actes qui nous sont prescrits, et non pas avoir le temps d'en parler entre collègues et avec ceux auxquels nous rendons des services, parce qu'il n'y a pas de corporatisme à réinventer, à restaurer. Il faut pouvoir trouver le moyen de rendre des comptes et de les rendre intelligemment en fonction des objectifs du métier et pas en fonction des formalités, des cérémonies de l'évaluation qui nous sont imposées. Voilà, je crois, moi, beaucoup à, si vous voulez, une restauration de ce que nous appelons, avec mes amis Bernard Lubat, joueur de jazz, et Charles Sylvestre, journaliste, qui s'appelle Le Manifeste des ouvriers. Je crois beaucoup à la restauration de la dimension œuvrière des métiers. Eh bien, merci. Ça nous encourage justement à repenser, à prendre du temps, à réfléchir ensemble à comment aller du côté de réouvrier nos métiers, réœuvrier nos métiers, pardon, du côté de l'artisanat, etc. Avant de fermer l'espace, parce que je vois le temps qui file, je suis désolée d'être un peu abrupte dans la conclusion, mais j'avais envie de proposer aux participants d'aller glaner sur Yapaka quelques ressources qui rejoignent ce que vous nous avez proposé aujourd'hui, notamment un temps d'arrêt écrit par Claire Mersman qui invite à la réunion d'équipe. Et qui rejoint sans doute le dernier propos, qui est une invitation à se parler et à penser sans être envahi par tout ce qui est des logiques administratives, etc., mais vraiment à se parler et à penser pour se remettre en route. Et une deuxième chose que j'avais envie de vous partager et qui nous a fortement occupés chez Yapaka il y a quelques années, qui est une campagne qui s'appelle « Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire ». Et derrière le mot difficile, on relevait comme ça plein de sphères de la vie de l'enfant pour montrer que ça n'émerge pas d'un lieu de vie, mais que ça se questionne partout et qu'il peut être pas bien dans sa famille, pas bien avec les copains à l'école, etc., etc. Et donc, il y avait plein de pistes, de choses, d'environnements dont on pouvait discuter avec cet enfant. Et quelque chose à nous dire, c'était un nous collectif, justement. Il n'a pas simplement à juste dire chez un psy, ou juste à dire à son enseignant, ou juste à dire à un spécialiste de ci ou de là. Non, il a aussi à pouvoir être entendu dans toutes les sphères de sa vie. Donc voilà, c'était pour redonner un petit peu l'ouverture au collectif auquel vous nous avez invités aussi à penser tout au long de cette heure-ci. Un tout grand merci. Monsieur Gori, de nous avoir amené à penser et à nous avoir prêté votre fil de pensée pour dénouer un petit peu les logiques actuelles et contemporaines. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et Merci. bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.